Donc, plus que le sujet de l'androgynie, qui est seulement figuré pour ce qui est du rapport à la carnation dans l'œuvre, euh, moi j'aurais tendance à plutôt indiquer le fait que c'est une euh, affirmation anticipatoire des degrés atteints dans une réflexion philosophique sur le processus même d'atteindre au génie. Parce que euh, on voit que si on cherche vraiment à tenir compte de vraiment toute la multiparamétricité des composantes de l'œuvre, on voit que sur pratiquement l'ensemble de ce que l'on peut y dérouler, il y a un aboutissement en fait conceptuel associé à tout ce qui compose l'œuvre, jusqu'à l'encadrement du tableau. J'essaie de la faire courte, mais et donc c'est ça pour moi qui est le sens profond. Euh, c'est pas seulement le transgressif concernant la sexualité et le genre. C'est la réflexion effectivement pré-jungienne, archétypale, sur les composantes de l'organe de pensée du cerveau. Faut pas oublier que De Vinci était aussi un anatomiste, hein, et je vais y arriver dans un déroulé qui va suivre ce point-là. Euh, et que donc, il pratiquait la dissection, ces planches anatomiques sont parfaitement connues, et que il y a donc cette réflexion aussi sur la bisection à partir du moment de l'extension du cerveau primitif en lobes composés évolués. Et donc, il y a cette réflexion sur, d'une certaine façon, l'articulation entre le strictement individué et, à minima, ce que je vais essayer d'appeler, pour coller à sa dimension archétypale principielle, de biflorescence. C'est-à-dire le paradoxe de l'évolution du strictement unique et de l'interfacé contradictoire. Le métaparadoxe. Le métaparadoxe et son rapport carné à pourtant l'incarnation. Donc, pour moi, c'est tout cet aspect, en fait, qui essaye d'être suggéré puis signifié dans le codage et la compilation de codage dans l'œuvre. Il y a une forme de proto-algorithmique dans le cheminement intellectuel de composition de l'œuvre. Et c'est ça qu'il faut voir pour moi dans la richesse de cette œuvre en particulier. Euh, je voudrais m'arrêter un instant aussi sur l'anatomique et le dissectionnel, parce que comme le pinceau, il y a la réflexion sur le couteau. On voit que non seulement Mona Lisa est dépourvue de sourcils, et que donc on entend bien le rapport aux fluorescences de la pensée et du regard. Donc on peut même imaginer que Léonard de Vinci a peut-être même réfléchi sur le cortisol. Bon, je pousse un peu, mais c'est pour illustrer le propos. Il y a une autre tradition française qui est particulièrement intéressante de lier à l'œuvre vis-à-vis du concept philosophique du couteau, donc le rasoir d'Occam, le rapport pénétratif, distinctif premier de la philosophie elle-même, dans le fait d'étudier les concepts, et donc de s'en emparer puis de les confronter pour vraiment faire le tour de connaissance d'une chose, donc dans son rapport au monde, Euh, donc dans la définition de sagesse même, qui est le terme grec de philosophie, de l'amour de la sagesse, la sagesse étant le bon emploi de l'intelligence. Euh, par exemple, ceci est un nontron. C'est la plus vieille coutellerie de France, et dans le Périgord, euh,
la tradition, en fait, quand on offre un nontron, hein, donc le couteau étant un des plus vieux attributs de la paysannerie, hein, on voit bien que le coupe-chou, l'équerre est quelque chose qui a voulu être accaparé par la maçonnerie depuis belle lurette dans sa volonté de structuration de force hein, de l'exécutif paysan direct, hein, puisque pour le paysan, le couteau c'est le prototype du couteau suisse, hein, c'est l'immensité des tâches manuelles immédiates est pratiquement concernée par le couteau. Hein. Et donc, je veux dire, il sert de troisième main d'atelier, d'extension quand on doit toucher quelque chose de douteux ou de potentiellement vénéneux. Il coupe, il taille, bon bref, vous illustrez bien la chose. Euh, il gratte. Et donc la tradition pour les non-troncs, quand on en offre un à un descendant de sa famille, donc pour l'armer dans la vie, hein, dans le sens traditionnel intellectuel, hein, de lui offrir sa capacité de discernement. Hein. Vous savez par exemple que dans la tradition, dans le budo japonais, il y a deux sabres quand on est samouraï, celui pour faire la guerre et celui pour faire la justice. Donc il y a la question du double tranchant de l'âme, hein, de garder un œil sur la paix, un œil sur la guerre, donc d'avoir aussi un cheminement philosophique sur le génie, la perception, la sublimation, les processus de dépassement des illusions de ses propres sens pour atteindre un jugement abouti, etc., etc. Et donc la tradition, quand on offre un nontron, donc quand on achète un nontron dans la coutellerie, il est livré dans une enveloppe papier craft hein, au format A3, hein, donc suppose l'écrit, hein, à minima la feuille blanche, et surtout il est associé à une pièce de 2 francs qui est, vous le savez, celle qui reçoit la thématique de la semeuse. Hein, donc du rapport à la florescence, les blés, les céréales, le pain, hein, donc symbole christique par excellence, qui ouvre lui-même actuellement sur les recherches cosmologiques les plus abouties sur la structure même de l'univers, en tout cas de la matière dans l'univers, dans les conceptions les plus avancées, Jean-Pierre Petitesque, Sakharovesque, comme vous voudrez, des espaces de matière de masse positive, qui renvoie donc encore bel et bien à la polarisation. Et donc, quand on met un petit peu déjà tous ces éléments les plus constitutivement intrinsèques de la structure, de la complexité, de la composition de l'œuvre, donc on voit bien que la question de la polarisation et surtout de la capacité de se figurer conceptuellement, psycho-perceptuellement, hein, psycho-conceptuellement, la capacité de concept de polarité, cela permet de situer l'existence au-delà de seulement celle-ci, et donc aussi de pouvoir, une fois la maîtrise du concept de polarité facilitée par l'œuvre, du coup, observer les polarités d'écoulement des flux à travers le concept de polarité. Et donc, on arrive forcément à l'énergie. Hein. Et par exemple, dans un éclair électrique, vers où s'écoule réellement en temps réel l'intégralité des mouvements ioniques. Il y a la convention électrique que on a donnée à tout le monde, hein, par exemple, pour l'électricien conventionnel en construction, la mise à la terre est un zéro électrique. Eh bien, continuer de bosser sur tous ces sujets-là, j'en ai déjà dit un petit peu dans cette chaîne, je vais pas tout dire, pour tout un ensemble de raisons, mais il n'y a pas forcément un seul sens de polarité d'écoulement dans un arc électrique. Il peut y en avoir plusieurs synchronément. Pensez un arc électrique comme un vortex, par exemple. Vous aurez une différence, en fait, entre débit montant et débit descendant synchrone. C'est la même chose avec le codage algorithmique des signaux Internet. Vous avez débit montant et débit descendant en même temps. Sans vouloir faire du Emmanuel Macron. Et donc, c'est aussi ce rapport à l'intensité
de la fulgurance intellectuelle, qui peut parfois être la source de l'illusion, c'est-à-dire il peut arriver de confondre ressentimentalement parlant l'auto-étonnement et l'auto-satisfecit en fait d'une fulgurance d'intensité de perception et la nature de la perception elle-même. C'est par exemple, à mon avis, le problème reproché à Nicolas Sarkozy dans sa confusion entre le code napoléonien et le code pénal, par exemple. Donc, pour moi, il ne faut pas s'arrêter uniquement à la thématique de l'androgynie. Il faut plutôt surtout y voir la célébration euh, éducationnelle au concept du procédé du génie, du processus d'atteindre au génie. Hein. Définition étymologique du génie, euh, le pluriregard en temps réel. Et donc, imaginez le degré de complexité que cela atteint quand, en plus, au su des avancées les plus modernes de la physique contemporaine, il y a plusieurs temporalités en plus de plusieurs polarités. C'est-à-dire, imaginez une multipolarité pour le temps propre, pour le temps réel, et imaginez une multipolarité pour le temps relatif. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi continuer de s'apaiser dans les processus de découverte pour ne pas les confondre avec les absolutistes. C'est pas parce que on croit toucher aux absolus quand on avance ces degrés de développement de connaissances et leurs assimilations que on est dans une situation de toute puissance. Par contre, la volonté de puissance peut pousser à des décompensations de contrôle de soi qui sont liées à des auto-hystérisations, des bouffées délirantes dans ces processus ascensionnels que sont la découverte, le cheminement, la pensée. Et c'est une des thématiques les plus préoccupantes actuellement, hein, parce que par exemple, on voit dans, par exemple, les similarités comportementales extrêmement affirmées, par exemple entre les deux dernières affaires d'agression au couteau à Nantes et dernièrement contre une professeure. C'est toute la question de l'existence potentielle comme menace de nouvelles armes psychobiologiques, peut-être sans doute permises par des degrés d'évolution technologique les plus avancés sur la capacité d'interfaçage des flux énergétiques, hein, donc y compris psychoproprioceptifs, hein, nerveux, endocrino-nerveux, susceptibles de devenir des armes de conditionnement contraint, faisant des personnes à leur insu des armes biologiques, des vecteurs de frappe. Et donc c'est pour cela que la société civile doit absolument être totalement soutenue et valorisée dans le fait de se doter des pleines légitimités à pouvoir mener les prospectives et les enquêtes sur ce type de préconditionnement. C'est absolument nécessaire dans les rapports de sauvegarde et d'actualisation de la factualité des droits vis-à-vis de l'évolution des développements des environnements technologiques actuels. Donc, c'est surtout ça que je voulais t'encourager, Béatrice, à continuer de chercher, de prospecter, de réfléchir, parce que ce qui est particulièrement important avec tout ça, c'est de garder un œil sur cet adage. Nul n'est plus esclave que celui qui est persuadé d'être libre. Or, l'automatisation des systèmes informationnels est principalement mue par le fait de l'hyperstructure. Et l'hyperstructure, hein, comme on l'a vu par exemple dans le syndrome comportemental de Sarkozy, l'hyperprésidence, c'est la volonté de puissance de toute puissance de traitement informationnel. Comment s'assurer dans ce cas-là que ce ne soit pas l'idéologie goebbelsienne qui soit en jeu, hein. Nous ne cherchons pas à convaincre les gens de nos idées, nous cherchons à faire en sorte qu'ils ne disposent plus que des nôtres. On voit très bien comment les teintures ressentimentales des phénomènes de perception et
les menaces potentielles de manipulation psychoaffective basées sur des systèmes technologiques capables de psycho-induction sont les nouveaux espaces subtils de discernement absolument nécessaires pour continuer de distinguer tyrannie de démocratie. Donc je serais très intéressé de la suite de tes propres prospectives vis-à-vis de ces thématiques. Avant tout parce que il me semble que le plus grand agrément de société favorable d'être plaisant, c'est avant tout le partage égalitaire du pouvoir.